Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans cette édition de votre journal de la soirée dont tels sont les principaux titres. Échange d'expériences pour finaliser la mise en place du centre d'application financière. C'était ce matin lors de la réception du ministre du Budget d'une délégation ivoirienne. Au Jakarta, l'Indonésie exige que tous les Boeing soient inspectés dans son pays. C'était les titres. Merci de nous accueillir chez vous. Le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a reçu ce matin une délégation saoudienne de l'association humanitaire du roi Salman. Cette délégation a été dirigée par son président. Cette réunion a vu la participation du directeur général de la police nationale, le colonel Abdellah Abdi Farah, le directeur exécutif de l'ONARS, M. Hassan Hussein Darar, et plusieurs autres personnalités. Je vous le disais en titre, dans le cadre de la mise en place d'un centre d'application financière, une délégation composée de 2 experts ivoiriens se trouve à Djibouti pour une mission de travail et d'échange. La délégation ivoirienne a été reçue ce matin par le ministre du Budget, Bodi Ahmed Roblé. Les discussions ont porté sur les échanges d'expérience et expertise pour mettre en place une maquette pédagogique. Les 2 experts ivoiriens avaient séjourné auparavant à Djibouti en juin dernier et ont organisé un atelier de formation au profit des fonctionnaires d'État. Suivons donc à présent les explications d'un des experts ivoiriens sur l'élaboration de cette maquette pédagogique. Bien, comme vient de le dire M. Samplei, chef de délégation, les 2 experts, moi-même Habib Seoulou et le professeur Zinsou ici présents, sommes venus à Djibouti dans le cadre de la 2e phase de la mission d'accompagnement pour la mise en œuvre du centre d'application financière. En juin déjà, nous étions présents pour former les futurs formateurs du CAF, leur donner le nécessaire en termes de connaissances pédagogiques. Pour parler du ministère du Budget dans l'ouverture du CAF. Nous sortons là d'une audience avec monsieur le ministre du Budget qui nous a reçus. J'avoue que nous avons trouvé un ministre déterminé, très heureux de savoir que bientôt le CAF ouvrira. Nous lui avons transmis également les encouragements de Madame le directeur général de l'ENA qui ne lésigne pas sur les moyens pour accompagner le CAF, pour accompagner le ministère du Budget à l'ouverture, sinon à la mise en place du CAF. Ce sont des échanges très fructueux. Je rassure Monsieur le ministre que l'État de Côte d'Ivoire, à travers l'École nationale d'administration, mettra tout en œuvre pour les accompagner dans ce noble projet. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a reçu hier le directeur régional de la société américaine General Electric, M. Philippe Dongier. La société General Electric est spécialisée dans la réalisation d'équipements de production d'énergie pour le transport et la distribution d'énergie. Le bureau de la direction régionale se trouvant à Nairobi, au Kenya. Les discussions entre le ministre de l'Énergie et le directeur régional de la société ont essentiellement porté sur d'éventuels projets de coopération entre Djibouti et la société General Electric, surtout dans les domaines des énergies renouvelables, la géothermie, l'énergie éolienne et le solaire. Le directeur de l'énergie, M. Gouled Mohamed, a assisté à la rencontre. Cette même délégation a été reçue hier par le chef de l'État, Ismaël Marguerite. Santé à présent, où le ministre de la Santé, Dr Jamal Maouki, a présidé un atelier de restitution des résultats de la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui s'est déroulée du 23 au 27 octobre à Djibouti. Durant 4 jours, cette campagne nationale de porte-à-porte sera déployée à travers la capitale et dans les 5 régions de l'intérieur jusqu'aux coins les plus reculés du territoire afin de vacciner tous les enfants de 0 à 5 ans en leur procurant une protection humanitaire. Des soucis, on croyait que avec la circulation du virus de polio dans la région, que nos enfants couraient un certain risque. Maintenant, avec cette campagne de vaccination qui a atteint presque 114% au niveau national, ça démontre que nos enfants à Djibouti sont protégés. Il en ressort un résultat probant de 129%
atteint par rapport à la population ciblée qui était estimée à 120 000 enfants sur tous les territoires nationaux. Ces résultats plus que satisfaisants a pu être atteint grâce au dynamisme des équipes de vaccinateurs qui a ratissé à peigne fin tous les territoires de manière à ce qu'aucun enfant ne soit omis. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Santé, Dr Jamal Maouki, que je vous propose de le suivre. Faire la restitution des résultats de la campagne de polio qu'il y a eu dans notre pays, dans les 5 régions et la capitale. Les résultats ont été plus qu'éloquents, puisque dans la population cible qui a été prise à Arta, à Tadjoura, à Obok, à Dikila, à Lissabié et Djibouti-Ville a été presque atteinte. Et ce qui est remarquable, même à Djibouti-Ville, nous avons dépassé et nous sommes à 129% de réussite. La région d'Arta et la région d'Alissabié ont eu un pourcentage notable qui est de 85 à 90, mais toutes les autres régions ont plus de 95% de réussite. Ce qui montre que la campagne a été vraiment efficace, que la population cible qui était en total de 119 587 personnes, nous avons pu vacciner 136 892, ce qui montre que la population vaccinée est même supérieure à la population cible que nous avons pour l'estimation que nous avons fait. Cela montre l'efficacité du personnel et l'engagement des partenaires et du ministère de la Santé. Autre actualité de ce 22h, ce déplacement du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, qui s'est rendu aujourd'hui au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, où se déroulent les épreuves écrites du concours de recrutement des chefs d'établissement adjoints de l'enseignement moyen et secondaire. Le ministre et la directrice générale du centre de formation des enseignants, Mme Aïcha Farah, ont supervisé ensemble le bon déroulement des épreuves écrites du concours, une visite qui lui a donné entière satisfaction puisque les épreuves se sont déroulées comme prévu. À noter que quelques 46 candidats ont composé les épreuves du dit concours afin de pourvoir les 16 postes vacants dans la capitale et les régions de l'intérieur. Pour rappel, les chefs d'établissement adjoints étaient nommés autrefois par notre service. Le MENFOP a décidé de changer de paradigme et de promouvoir la culture du mérite et de la compétence. Aussi, un concours de recrutement des chefs d'établissement adjoints de l'enseignement moyen et secondaire a été mis en place. Ce concours a été ouvert sous certaines conditions et critères qui est la quête de la qualité de l'enseignement et l'apprentissage. Ainsi, chaque candidat a présenté un dossier de candidature complet avec lettre de motivation, un état de service délivré par la direction des ressources humaines, une appréciation du chef d'établissement et un avis disciplinaire. À noter que les résultats seront proclamés le lundi 5 novembre 2018. À l'initiative du ministre délégué chargé de la décentralisation, son cabinet a organisé aujourd'hui une réunion de travail sur le suivi des activités de la commune de Balbala. Conformément aux missions et compétences attribuées à ce département par les législateurs, les services en charge de la décentralisation qui s'attellent à la tâche. Cette réunion donc a réuni le secrétaire général du ministère, outre les hauts cadres du département de la décentralisation, le bureau et les élus de la commune de Balbala, avec en tête le président Nour Wabari Assoui, les représentants de 3 ministères sectoriels, à savoir le secrétariat d'État aux affaires sociales, le ministère de la femme et de la famille et celui du logement, ainsi que de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. La réunion a donné lieu à des échanges enrichissants entre les parties prenantes. Le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a décoré aujourd'hui le colonel Magdi Mohamed Al-Khaïla, conseiller militaire égyptien qui vient d'achever sa mission à Djibouti au sein des forces armées djiboutiennes. Cette cérémonie de remise de la médaille s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Égypte à Djibouti, Ahmad Adil Subhi, du général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, et du général Hassan Ali Kamil, conseiller du CMGA. Le colonel Magdi Mohamed Al-Khaïla avait entamé sa mission à Djibouti en 2016. Celle-ci s'inscrit dans le cadre des relations de coopération entre l'Égypte et la République de Djibouti. Il a pris ses fonctions en qualité de conseiller technique du chef de corps du régiment de l'artillerie. Durant son 2 années passées à Djibouti, le colonel Magdi s'est attelé à raffermir davantage les relations de coopération militaire en matière d'octroi de formation et d'équipement. Il n'a ménagé aucun effort durant son séjour pour apporter sa contribution et sa riche expérience dans le domaine de l'artillerie.
Le colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, accompagné d'une délégation, a pris part au sommet des directeurs généraux et commandants des gendarmes membres de la FIEP. La rencontre a eu lieu du 23 au 24 octobre 2018 à Antalya en Turquie. L'organisation appelée la FIEP est une organisation internationale qui rassemble actuellement 19 gendarmeries originaires de 19 pays appartenant à 4 continents. Elle a pour objectif de servir de plateforme d'échange d'expertise et de mettre en œuvre une coopération opérationnelle entre les forces membres de cette organisation internationale pour relever les défis sécuritaires que sont le terrorisme et la criminalité organisée. La femme remplit par essence un rôle important au sein d'une famille ou de la société. Elle est à la fois la mère aimante, l'épouse désirée ou la tendre sœur. C'est l'éducatrice ou la protectrice des enfants, celle en charge de l'harmonie familiale et qui, une fois instruite, occupe des hautes fonctions ou charges au sein de l'État ou de l'administration. Elle n'est plus obligée à rester seulement au foyer pour donner naissance au bébé, laver ou cuisiner. Le conjoint compte sur elle pour l'apport financier pour élever et éduquer ensemble les enfants. Les temps ont changé et la femme n'est plus acculée à remplir des tâches subalternes. Des lois ont été votées pour accorder aux femmes les mêmes droits que les hommes. C'est ce qu'on appelle la politique du genre. Même la légalité et la parité ne sont toujours pas respectées. Suivons ce magazine sur la promotion des droits des femmes et les progrès enregistrés. La femme djiboutienne est le symbole du combat. Elle débute ce combat depuis l'époque coloniale afin de lutter pour l'indépendance de notre pays. Et jusqu'à nos jours, elle n'a jamais baissé les bras pour aller de l'avant. C'est le 30 avril 1977 que l'Union nationale des femmes djiboutiennes a été créée pour soutenir l'intégration de la femme djiboutienne. Ce lieu, qui est le noyau de la gente féminine djiboutienne, a pour fonction de militer pour les droits des femmes et des enfants qui sont les couches les plus vulnérables et fragiles de la société. Ainsi, l'école et la pratique des métiers sont devenues les voies de la réussite et du prestige dans cette nouvelle société émergente. Des opportunités qui sont désormais accessibles aux filles et aux femmes à l'instar de leurs congénères masculins. L'effort a porté ses fruits, car la première vague des jeunes femmes éduquées est arrivée sur le marché du travail au début des années 80. Elles sont aujourd'hui mères, voire grand-mères, pour certaines. En 1998, une direction pour la promotion de la femme et de la famille est mise en place. Cette génération est pour la plupart des femmes éduquées et qui occupent des fonctions fondamentales dans l'administration. Dès l'accession à la magistrature suprême du pays, le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, a créé un département ministériel délégué auprès du Premier ministre chargé de la promotion de la femme et de la famille. C'est pour la première fois qu'une femme fait partie du gouvernement djiboutien. Cette nomination encourage la femme djiboutienne et reconnaît sa place au sein de la société. Elle se lance dans les différents domaines tels que l'alphabétisation, l'artisanat et dans l'entrepreneuriat afin d'être plus autonome. En 2000, le président de la République donne le prix du chef de l'État aux femmes méritantes lors de la Journée internationale de la femme. En 2003, l'intégration de la femme aux sphères politiques et décisionnelles a été renforcée par l'entrée de 7 femmes à l'Assemblée nationale aux élections parlementaires. Elles ont pour objectif de combattre l'analphabétisme, la réinsertion des jeunes filles dans le milieu scolaire et professionnel, la lutte contre la mutilation génitale féminine et enfin le fléau sanitaire. À l'élection présidentielle de 2011, cette génération a obtenu 3 ministères dans le gouvernement djiboutien. Ceci montre que leur lutte pour l'émancipation de la femme est fructueuse. Lors de l'élection législative 2017, les femmes obtiennent 25% des sièges à l'Assemblée nationale. Et cela est une fierté pour toute la nation. Et pour la première fois, la femme djiboutienne est devenue la maire de la ville de Djibouti. Dans le domaine de la diplomatie, nos femmes ne sont pas en reste. Elles sont ambassadrices et représentantes de la République de Djibouti. Vu la position de la femme djiboutienne dans le développement du pays, aucune contrainte ne peut la freiner pour aller de l'avant.
Direction le nord du pays où le conseil régional de la région d'Obrok a abrité un atelier de validation des micro-projets des associations animées par le comité régional de validation composé du président, le préfet en présence du chef de service des renforcements des capacités de l'ADDS. Les représentants d'une trentaine des associations étaient conviés à la table ronde afin de participer à cette décision. Les autorités locales, à savoir le préfet Hassan Dabalé ou le président Mohamed Hummad, qui se sont succédés au micro, ont félicité les associations pour leur engagement et volonté en faveur du développement de la région en montant des projets importants. Les gardes-côtes en action dans le cadre de leurs opérations de surveillance. Les gardes-côtes djiboutiennes ont intercepté dans la nuit du 28 au 29 octobre à 2 h du matin au large des îles Moucha et Mascali une embarcation yéménite transportant 122 candidats à l'immigration clandestine dans une trentaine de femmes. L'intervention des gardes-côtes a permis de secourir ces immigrants et de sauver leur vie d'un naufrage certain. L'embarcation dans laquelle se trouvaient les clandestins a été escortée jusqu'au port de pêche où se trouve le quartier général opérationnel des gardes-côtes. De la nourriture et de l'eau ainsi qu'une assistance médicale ont été apportées aux migrants clandestins. Les individus responsables de ce trafic seront donc traduits devant la justice tandis que leur embarcation a été saisie et immobilisée. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde avec Asma Oubaker qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Asma. Bonsoir à vous. Nous commençons avec la Tunisie où une femme qui s'est fait exploser dans le centre de Tunis et cette explosion a fait 20 blessés. Dans la foulée, le président Béji Aïd Essebsi, Asma, condamne l'attentat suicide dans son pays. Oui, après l'attentat suicide qui a secoué Tunis hier, dont le bilan fait état, on le rappelle, de 20 blessés, le président tunisien a réagi depuis Berlin, en Allemagne. Le président Béji Aïd Essebsi a condamné cet acte qu'il a qualifié d'attaque contre l'État. Il a indiqué, je cite, « J'espère que les responsables à Tunis étudieront les causes et les conséquences de l'attaque, pas seulement ses aspects superficiels, car cette attaque visait l'État, son autorité et le prestige du pays ». Fin de citation. 3 ans après les derniers attentats dans le pays, l'état d'urgence reste en vigueur sur l'ensemble du territoire. La présidence tunisienne a annoncé sa prolongation d'1 mois le 5 octobre dernier. Béji Aïd Essebsi promet, lui, de vaincre le terrorisme. Les forces de sécurité ont pu donc identifier l'auteur de l'attentat, une femme de la région de Mahdia, et diplômée en management et en anglais. Elle n'était pas connue des services de police. Cela fait maintenant plusieurs années que la Tunisie n'avait pas connu d'acte terroriste. Le dernier datant de 2015. Concernant le crash en Indonésie, Asma, les espoirs de retrouver des survivants sont désormais presque nuls. Jakarta exige que tous les Boeing soient inspectés. Oui, au lendemain du crash qui a fait 189 disparus au large du Sumatra, le gouvernement indonésien a ordonné l'inspection de tous les appareils Boeing 737 MAX. Eh bien, l'Indonésie a ordonné aujourd'hui une inspection de tous les Boeing 737 MAX après donc l'accident d'un appareil de la compagnie qui s'est abîmé en mer avec 189 personnes à bord, mais n'a pas décidé de clouer au sol cette version de l'avion. J'ai donné ordre aux compagnies d'inspecter tous les Boeing 737 MAX. Donc, c'est ce qu'a déclaré le ministre indonésien des Transports. Des dizaines de plongeurs ont été dépêchés sur le site de la disparition du vol. Les équipes ont pour l'heure rempli 10 sacs mortuaires de morceaux de corps qui doivent être envoyés à Jakarta en vue de tests ADN aux fins d'identification. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'agence indonésienne de recherche et de secours. Nous terminons, Asma, avec ces intempéries qui ont frappé l'Italie et la France. Oui, des volets éventrés et à moitié immergés. Les images témoignent, vous allez le voir à l'instant, de l'ampleur de la tempête qui a ravagé le port de Rapallo, dans la région de Gênes. Au total, au moins 9 personnes sont mortes, ont trouvé la mort à travers l'Italie à cause d'une brusque montée des eaux, à cause de coulées de boue ou de chutes d'arbres. Les pluies diluviennes qui sont abattues sur le pays ont été accompagnées par des rafales de vent pouvant atteindre par endroits les 180 km/h.
De nombreux foyers restent privés d'électricité. Les écoles sont fermées ce mardi à Rome et dans un certain nombre de municipalités. En France aussi, les conditions météo ont entraîné des coupures de courant dans près de 200 000 foyers. Des centaines de poids lourds et de voitures ont été pris au piège par les chutes de neige sur les routes du Massif central. Les policiers et les pompiers leur sont venus en aide pour qu'elles puissent passer la nuit dans des centres d'hébergement d'urgence. Merci Asma Oubaker pour ces éclairages et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi de programme sur Télé Djibouti.